Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité de la première partie, Sébastien Chenu, et c'est Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, qui va vous succéder en seconde partie de l'émission. Alors, à une semaine du premier tour des élections législatives, le Rassemblement national, votre parti, apparaît selon les sondages être en mesure de conforter la dynamique des européennes. Alors, est-ce à dire que les jeux sont déjà faits, ou au contraire, le président Macron peut-il encore gagner son pari? Que propose en tout cas le Rassemblement national pour répondre aux attentes et aux inquiétudes des Français? Et puis au-delà, que ce soit sur l'immigration, sur la sécurité, les libertés publiques, le droit des femmes, le racisme, l'antisémitisme, l'Europe ou encore la politique étrangère, le RN de Marine Le Pen est-il soluble dans l'héritage de Jean-Marie Le Pen? Mais pour commencer, Sébastien Chenu, le RN est-il prêt pour gouverner? Oui, 100 fois oui. Bonjour monsieur d'abord. Mais oui, bien entendu, nous sommes prêts. Nous nous sommes préparés. Et puis nous avons élargi notre capacité de rassemblement. Nous nous sommes ouverts à travers évidemment le ralliement d'Éric Ciotti et d'une partie des Républicains. Qui sont considérés chez eux comme des traîtres. Hein. Oui, mais qui sont soutenus par la base électorale. Dans tous les sondages, on voit que les militants, les adhérents, les électeurs des Républicains soutiennent la démarche d'Éric Ciotti. Donc que Xavier Bertrand ou Catherine Vautrin soient pas d'accord, ou Laurent Wauquiez soit pas d'accord. Mais Éric Ciotti, vous avez dit, je viens avec 20, 30, 40 parlementaires, il n'y en a aucun. Mais peu importe, il vient avec certains parlementaires, je pense à Christelle Dintorni dans les Alpes-Maritimes, mais il vient avec des hommes et des femmes neufs, issus des rangs des Républicains. Neufs ou de vieux élus d'il y a 20, 30... Non, il y a beaucoup de... 15, 20, moi j'ai regardé les investitures venant des rangs des Républicains, c'est beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui se sont engagés derrière Éric Ciotti en disant à un moment il faut faire céder les digues et se rassembler. Et donc moi je crois que c'est cette capacité de rassemblement, de voir arriver des nouveaux profils qui évidemment nous permet de dire aujourd'hui que oui, nous sommes prêts et nous avons envie de gouverner pour changer les choses, pas pour qu'elles demeurent. Envie de gouverner pourtant. Concernant le programme, Jordan Bardella distingue le temps d'urgence du temps de la réforme. Que mettez-vous d'abord dans l'urgence, dans le temps d'urgence, et que mettez-vous dans le temps de la réforme? Oui, il y a un phasage, parce que dire qu'on va tout faire un programme aussi dense que celui que nous présentons en 2 mois, ce serait raconter n'importe quoi. Enfin, d'ailleurs, aucun parti politique ne peut prétendre faire tout son programme, tout ce qu'il présente, toutes ses mesures en 2 mois. Ouais, mais il y a un certain nombre de mesures qui tombent. Non, il y a un phasage. C'est-à-dire qu'il y a des mesures d'urgence. Ce que nous arrivons, c'est que nous déclenchons une session extraordinaire du Parlement. Dans cette session extraordinaire, nous allons travailler sur des questions qui sont celles de l'immigration, de la sécurité et du pouvoir d'achat. Et puis, il y a le temps des grandes réformes où, effectivement, il faut plutôt attendre la rentrée puisque ça nécessite de parler avec des partenaires sociaux. Je pense par exemple à l'abrogation de la réforme des retraites. Et oui, nous allons aussi sur ce chemin. Il y a les mesures d'urgence. Sur ce chemin, l'abrogation de la réforme des retraites, c'est pour quand? L'abrogation, tout de suite, dès que nous pouvons le faire, j'allais dire à partir du mois de septembre, après consultation des partenaires sociaux, car nous voulons d'abord consulter les partenaires sociaux. Mais donc ça veut dire que les Français pourront partir à quel âge à la retraite? On n'a pas très bien compris, c'est 60, 62, 64, ou comme le souhaitait Éric Ciotti, qui est annoncé comme ministre par Jordan Bardella aujourd'hui en JDD, 65, 66 ou 67 ans. Non, il va falloir reprendre une discussion pour recréer une réforme des retraites qui soit acceptable. L'âge pivot, l'âge autour duquel tourne cette réforme des retraites, c'est 62 ans. Mais si vous donc avez, c'est plus 60 ans. Hein. Si vous avez, j'y viens, si vous avez vos 40 annuités et que vous avez commencé à travailler avant 20 ans, et que vous avez donc vos 40 annuités, à partir de 60 ans, vous pouvez partir. Et puis ensuite, c'est progressif, toujours avec vos 40 annuités, jusqu'à 62 ans, et non pas 64 ans, comme le prévoit la réforme d'aujourd'hui. Donc pour les gens qui ont des métiers difficiles, pour les gens qui ont travaillé dehors, dans le BTP, qui ont travaillé physiquement, manuellement, qui ont commencé tôt, parce que souvent ça marche ensemble, eh bien il y a cette possibilité de partir dès 60 ans, quand vous avez évidemment vos 40 annuités. Donc ça représente combien de personnes et quel coût? Alors, j'ai pas le nombre de personnes là, sincèrement, je vais pas vous donner un coût, mais nous, enfin le coût c'était 9 milliards d'euros qu'on avait budgété. Donc ça c'est le montant. Combien de personnes, je l'ai pas en tête, je vais pas aller sur un chiffrage que je n'ai pas en tête sur le nombre de personnes, mais c'était 9 milliards.
Mais alors, par rapport à... Donc, c'était dans le projet, c'était même au départ 60 ans. Vous n'avez pas peur de décevoir une partie de vos électeurs? Non, mais Marine Le Pen a déjà dit il y a déjà longtemps que vu l'état des finances de la France, vu l'état de l'ardoise laissée par Emmanuel Macron, évidemment, la réforme des retraites aujourd'hui, qui tournerait autour d'un âge pivot de 62 ans, mais avec des possibilités pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans de partir à 60 ans, c'est annoncé depuis longtemps. Et la réforme des retraites, elle a été prévue pour justement faire des économies. Oui, mais ça, regardez, moi j'ai regardé le rapport du Haut Conseil de la réforme des retraites qui nous dit qu'il n'y a pas eu d'économie de fait. Il dit, en fait, ce que dit le rapport du Haut Conseil de la réforme des retraites, il dit qu'en fait, il faut aller plus loin. Le Haut Conseil non, il y a plusieurs choses parce qu'en fait, il y a des variables comme la croissance, par exemple. Évidemment, quand il y a de la croissance, il y a de l'emploi. Quand il y a de l'emploi, il y a des rentrées de cotisations sociales. Là, on a vu que le chômage repartait un peu à la hausse. Donc évidemment, il y a des variables qui bougent, qui montrent en tous les cas aujourd'hui que la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui n'avait pas été acceptée par les Français, qui n'avait pas été bien pensée, en réalité, n'a pas fait faire d'économie. Au moment où nous parlons, il n'y a pas d'économie réalisée. On avance. Baisse de la TVA sur les carburants. Vous l'annoncez pour le mois de juillet. Hein, oui, bien sûr. Avant les départs en vacances. Ça veut dire que les Français qui partiront en vacances pourront faire leur plein avec un litre du carburant à la pompe à quoi 20, 30 c'est la baisse la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les carburants. Il y a plusieurs énergies, hein. Il y a les carburants, il y a l'électricité, il y a le gaz. Donc sur les carburants, oui, ça représente, puisque vous me posiez la question tout à l'heure, c'est 12 milliards par an, mais donc là ce sera 6 milliards, puisqu'il n'y aura qu'une moitié d'année de fait. Ça, c'est probablement, j'allais dire, la mesure qui est la moins difficile à mettre en œuvre. Nous avons ces marges, ces capacités non seulement de financement, mais d'action immédiatement. Alors par rapport aussi à la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, ça c'est renvoyé à plus tard. Alors c'est renvoyé à la rentrée, donc vous voyez, c'est pas un différentiel qui est important. Et la question qu'on se pose, allez-y. Parce qu'il faut que ce soit dans le projet de loi de finances rectificative. Donc si vous voulez, on va pas faire du bricolage, on veut faire des choses sérieuses, on veut que ça baisse, on veut rendre du pouvoir d'achat aux Français. Le Portugal l'a déjà fait ça. Moi ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on a regardé cette mesure faite au Portugal par un gouvernement qui ressemble pas au Rassemblement national, et ça a tellement bien marché, c'est-à-dire que ça, leur baisse sur les produits de première nécessité a entraîné une baisse sur tout l'alimentaire et sur tout le prix de l'alimentaire. Ils l'ont reconduite. Donc on pense qu'effectivement c'est pertinent. Autre proposition que vous faites, le remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière. Pourquoi ? Comment vous faites ? Comment vous financez ? Et quand ? Oui, la philosophie est simple. Nous, on est pour l'enracinement, c'est-à-dire le fait de payer des impôts sur l'argent, entre guillemets, virtuel. Celui fait de placement financier nous paraît être une contribution qu'on peut exiger ou demander à nos compatriotes qui en ont les moyens. En revanche, taxer les hommes et les femmes qui ont investi, ont acheté dans leur vie un terrain, un appartement, un bien immobilier, nous semble être totalement contre-productif. C'est l'inverse de la logique d'Emmanuel Macron. Et puis il y a la logique du nouveau Front populaire qui dit on va limiter la possibilité d'héritage. Oui, alors ça, c'est une des mesures totalement à la fois démagogiques et attentatoires, j'allais dire, aux libertés individuelles de transmission, qui est celle, effectivement, d'aller taper les transmissions et les héritages. Non, c'est pas un projet que vous voulez mettre en œuvre. Non, pas du tout. Moi, je crois au contraire qu'il faut faciliter tout ça, donner de l'énergie, permettre aux Français qui ont constitué un petit patrimoine, car la majorité des Français ont constitué un petit patrimoine, de le transmettre le plus facilement possible. Alors, pour financer tout ça, est-ce que vous augmentez les impôts ? Non, il n'y a pas besoin d'augmenter les impôts. Non, c'est pas le but. C'est pas le but, mais est-ce que ça ne sera pas une obligation ? Non. D'abord, on a identifié toute une marge, évidemment, de financement possible. Votre programme coûte au moins 110, 120 milliards. Non, ça c'est le financement de Bercy. Je ne sais pas sur quoi il repose. Ce n'est pas le financement de notre programme. Je vous ai expliqué tout à l'heure que, par exemple, sur les carburants, c'était 6 milliards d'euros pour cette année. Bercy lui compte 12 milliards. Donc, évidemment, on a une divergence d'approche. L'important, c'est la cohérence de l'ensemble. Les marchés financiers, souvent, et les économistes, ce qu'ils demandent, c'est une cohérence d'ensemble. Ils ne demandent pas qu'on tape sur les pauvres, ils ne demandent pas qu'on fasse une politique de distribution de chèques, ce qu'a fait le gouvernement, ils demandent une cohérence d'ensemble. Donc nous, sur la cohérence d'ensemble, on demandera des efforts fiscaux aux grandes entreprises qui ont fait des surprofits, pas des profits. Type Total, exactement. La grande distribution, par exemple, qui a fait des surprofits pendant le Covid. Les boîtes doivent faire, les entreprises... Donc, alors, quel pourcentage des bénéfices ou du chiffre d'affaires ? Mais c'est quand une marge a été à 50% supérieure, on va pouvoir regarder. Après, non, mais quoi, précisément, ça veut dire quoi ? Ça, c'est le Parlement qui va décider du taux. Oui, mais vous avez des idées en tête, quand même. Non, mais c'est le Parlement qui va décider du taux. Alors, décider à rapporter combien de milliards ?
Ah bah écoutez, sur les surprofits, sur la rente inframarginale, par exemple, la rente inframarginale, on avait, ça c'est pas nous qui l'avions calculé, le gouvernement avait dit qu'il y avait 30 milliards à aller chercher chez les énergéticiens. On n'ira certainement pas jusque-là, mais le gouvernement n'a récupéré que 600 millions d'euros. Donc vous voyez, entre 600 millions d'euros et 30 milliards, il y a un gap. Sur la lutte contre la fraude, Gabriel Attal avait annoncé qu'il y avait 10 milliards d'euros à aller chercher quand il était ministre des Comptes publics. Même si on n'attrape pas tout, même si on ne va pas rechercher tout dans la fraude sociale et fiscale, on a déjà vous savez que ça, on le dit depuis des années, voire des dizaines d'années. Bien sûr, mais ils n'ont pas mis les moyens en face. Ils n'ont pas eu le volontarisme politique. Regardez, il y a une dépense sur les armateurs, enfin une niche fiscale sur les armateurs. C'est 6 milliards d'euros. Donc tout à l'heure, on parlait des 6 milliards d'euros sur la TVA, sur l'essence, enfin sur le carburant. Et là, vous avez une niche fiscale de 6 milliards d'euros pour les armateurs. Et alors, pour mettre en place tout ça, il faudra un ministre de l'économie et des finances. C'est nécessaire, je crois. C'est un politique ou un patron, un banquier? En tous les cas, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance du monde économique. Jordan Bardella sera le plus à même de décider du profil. Dans la maison, effectivement, on a des gens qui sont très spécialistes. Vous prenez quelqu'un comme Jean-Philippe Tanguy, c'est quelqu'un qui connaît ces sujets-là. Ça, c'est un politique. Ouais. Et puis, vous avez le choix d'un autre profil qui est celui, effectivement, d'un patron, d'un industriel, d'un homme de la société civile, du monde de l'entreprise. Est-ce que c'est vrai que vous dirigez vers cette option? Grand patron. Les deux sont sur la table, à Bardella de trancher. On n'en est pas. Qui sont les grands patrons qui sont proches de Là, j'ai pas de nom. Mais on voit du monde. En tout cas, Marine Le Pen voit du monde. Jordan Bardella voit du monde. Mais Marine Le Pen, ça veut dire que Marine Le Pen, elle est aux manettes. Hein, ça sera bien. Ça sera la sur-Premier ministre. Non, elle a tout stratégisé depuis le début. Marine Le Pen, c'est celle qui a posé la stratégie de cette conquête du pouvoir il y a bien longtemps. Donc, évidemment, elle s'y intéresse. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est elle qui imposera le nom des ministres? Non, je crois que ça se fera dans une concertation. Mais ça dépendra d'elle aussi. Ah bah elle va avoir son mot à dire, Marine Le Pen, et j'allais dire le référentiel politique de notre famille politique. Est-ce que vous redoutez une rivalité entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, et que dans 3 ans, Jordan Bardella dise c'est moi qui suis président, non, pas du tout. Et qui soit candidat à la présidentielle? Non, ce que je crois, c'est qu'il y a une vraie complémentarité. Elle est générationnelle, elle est, j'allais dire, dans le mode d'expression. Ils sont différents, ils sont complémentaires, et je pense que c'est ce qui plaît finalement. Mais c'est ce qu'on disait de Chirac-Balladur en 93. On a vu sur quoi ça a débouché. Oui, je suis pas sûr qu'il soit exactement comparable. Vous savez, je veux dire, nous, ça fait 30-40 ans qu'on se bat pour ouvrir les yeux des Français sur un certain nombre de... Donc ça veut dire que vous englobez... Sur notre approche du pouvoir, c'est pas pour faire comme les autres. Ça veut dire que vous englobez dans votre bilan celui de Jean-Marie Le Pen, si vous dites qu'il y a depuis 30-40 ans. Non, c'est-à-dire qu'il y a... Vous dites 30-40 ans. Non, bah oui, il y a des gens, il y a des patriotes qui refusent ce système-là depuis 30-40 ans, grosso modo. À l'époque, vous étiez... moi, j'étais à l'UMP. RPR, à l'UMP. Ouais. Donc, j'ai bien vu... À l'époque, vous n'étiez pas là. Ouais, j'étais pas là, mais j'ai bien vu que le système en tant que tel était voué à l'échec. Donc, si vous voulez, notre but, c'est pas de faire comme les autres ou de ressembler aux autres. Et il faut qu'on avance. Il y a le programme, il y a les intentions, il y a les actes. Selon les sondages, donc le Rassemblement national aura une majorité de députés à l'Assemblée, mais Jordan Bardella a conditionné son arrivée à Matignon à l'obtention d'une majorité absolue de députés, c'est-à-dire de plus de 289 députés. Pourquoi cette condition ? Parce que il faut que les Français nous disent s'ils veulent l'alternance ou pas. Et donc sans majorité absolue, pas l'alternance. S'ils veulent l'alternance, il faut une majorité absolue. Sinon, on ne peut rien faire. Nous, on n'est pas là pour des places. On n'est pas là pour occuper des strapontins et rien pouvoir faire et se retrouver pieds et poings liés. On veut changer les choses. On a établi une coalition avec des partenaires. On a un programme. Avec un partenaire pour l'instant. Oui, avant, il n'y en avait pas. Mais il y a aussi des gens comme Dupont-Aignan. Il y a des gens de la société civile. Moi, dans mon département du Nord... Dupont-Aignan, d'ailleurs, il peut être ministre ? Je crois qu'il a les capacités à être ministre. Je pense qu'il peut faire partie de cette grande coalition, bien sûr. Moi, dans mon département du Nord, on investit par exemple un candidat qui vient de la gauche souverainiste. Donc, on voit bien que cette coalition, elle dépasse et elle agrège des gens qui viennent de la société civile. Alors, une question par rapport à ce que vous dites, par rapport aux conditions de Jordan Bardella. Est-ce que c'est pas pour lui plutôt une manière de préparer les esprits, un refus, d'exercer le pouvoir ? Non, on veut véritablement faire changer les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a le bloc Macron. Le bloc Macron, il n'est plus en capacité de gagner. Tout le monde l'a compris. Il n'y a même plus de chef. Ils n'osent même plus mettre la tête d'Emmanuel Macron, ni sur leurs affiches, ni sur leurs bulletins de vote, tellement ils sont honteux du bilan. Et en face, il y a quoi ? Il y a un bloc d'extrême gauche, crypto-antisémite, fanatisé, violent, qui travaille sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui tire les ficelles. Et donc, le choix est assez simple. Donc, le choix de l'alternance pas de majorité absolue, est assez simple. Pas de Rassemblement national au pouvoir. Il nous faut une majorité absolue pour aller au bout. Si vous l'avez pas, qu'est-ce que vous faites ? C'est pas pareil s'il nous manque 2 sièges et s'il en manque 50. Non. Sincèrement, c'est pas pareil. Donc, on dit aux Français, donnez-nous cette majorité absolue. C'est pas pareil s'il manque 2 sièges ou 50. Ça veut dire que à partir de combien de députés
vous pensez pouvoir être en mesure de... C'est pas à partir de combien gouverner. de députés, parce que ça dépend de la configuration. Ouais. S'il y a 15, 20, 30 députés LR qui disent à la fin, écoutez, nous on laisse pas le pays sombrer dans le chaos, bon bah voilà, on peut peut-être faire des choses, vous voyez, ça dépend vraiment de la configuration. Mais le message, c'est de dire aux Français, donnez-nous la force d'avoir une majorité Alors, pour changer les choses. Par rapport à ça, Pierre Mazeaud, l'ancien président du Conseil constitutionnel, il était ce matin l'invité des Enfants de la République sur Radio J, et il considère que la seule solution pour Emmanuel Macron en cas d'échec de sa majorité présidentielle ou législative, ce sera la démission. Est-ce qu'il a raison ? C'est une voix de sagesse, et il a probablement raison. Nous, on ne demande Probablement pas... raison, ça veut dire Bah quoi ? oui, c'est-à-dire que nous, on ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron. On est là pour gouverner. C'est Ouais. Emmanuel Macron qui sera face à lui, face à ses Mais décisions. vous pensez que c'est une probabilité, que c'est plausible ? Oui, c'est Que plausible. ça pourra être une nécessité ? Bah, La si, en tous les démission cas, d'Emmanuel Macron ? s'il n'y a pas de majorité absolue pour gouverner, dans ce cas de figure, s'il n'y a pas de majorité absolue pour le Rassemblement national pour gouverner, alors la crise politique ouverte par Emmanuel Macron, il ne pourra la refermer qu'en démissionnant. Quand ? Dès qu'il le décidera, mais s'il voit rapidement que la France est ingouvernable, qu'il n'y a pas de majorité qui se dégage et qu'il n'arrive pas, évidemment que la machine se bloque, qu'il n'arrive pas à faire passer un budget, qu'il n'arrive pas à faire avancer le pays, je crois qu'évidemment il faut se rendre à l'évidence que sa seule solution sera alors de rendre sa démission et acter l'échec total, non seulement de sa politique, mais aussi de sa stratégie. Une autre question qui est liée aussi à l'après second tour. Est-ce que vous redoutez des violences consécutives à votre éventuelle victoire ? Ben, pas tant que ça, je vais vous dire, parce que je pense que les Français aspirent à avoir un pays calme, unifié. Une immense majorité de nos compatriotes sont démocrates et respectent le résultat de la démocratie. Qu'il y ait dans le pays des gens qui ne respectent pas le résultat de la démocratie, qui viennent le contester, me semblerait totalement inacceptable. Ça vous paraît possible ou pas ? Non, mais qu'il puisse y avoir des gens violents dans le pays, il y en a effectivement, il peut y en avoir de façon sporadique, mais je crois, j'ai confiance dans le bon sens et dans l'esprit démocrate de l'immense majorité des Français. Reste qu'en cas d'arrivée du RN au pouvoir, les enseignants, personnels de direction et inspecteurs opposés à l'extrême droite envisagent de, entre guillemets, résister face à des mesures qui seraient contraires à leurs valeurs. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est combien de personnes là, dont Non, mais vous parlez ? je dis une partie de ces... Voilà, je crois ces qu'il y a un syndicats. appel, il y a 300 personnes qui l'ont signé. Donc, si vous voulez, il y a combien de fonctionnaires Non, mais est-ce que vous redoutez ce genre d'attitude ? Et est-ce que si des fonctionnaires choisissent cette option, est-ce qu'il peut y avoir des sanctions contre eux ? Qu'ils quittent la fonction publique, s'ils font passer leurs options politiques. Vous leur imposerez de quitter la fonction publique ? Non, je les mets aujourd'hui face à leurs responsabilités. Si vous êtes en désaccord, vous savez, ça a déjà existé dans l'histoire. Quand François Mitterrand a été élu en 81, Philippe de Villiers, qui était un jeune sous-préfet, a quitté la fonction publique. Ouais. Donc, si vous faites passer vos options politiques avant le service de l'État, alors vous devez en tirer les conséquences. Service de l'État, justement, est-ce qu'il y a déjà des hauts fonctionnaires qui vous font des appels du pied, qui disent on veut travailler avec vous, on veut travailler dans des ministères qui seraient dirigés par des ministres Rassemblement National ? Il y a énormément de gens qui d'abord suivront la voie des urnes, c'est-à-dire qui acteront le fait d'une alternance et qui serviront l'État. Vous avez beaucoup de noms en tête ? Les gens qui viennent vers vous ? Non, mais par exemple, je Des vais préfets, vous donner un exemple. des diplomates. Je vais vous donner un exemple. Regardez l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, qui n'est pas au Rassemblement national et qui a été ambassadeur plusieurs fois en Algérie. Lui-même a dit, je ne vois pas quelle est la problématique à travailler avec le Rassemblement national. D'ailleurs, je voulais vous poser cette question le concernant. Il peut être le prochain ministre des Affaires étrangères ? Il a un profil incroyable, Xavier Driancourt. Je ne suis pas persuadé que ce soit aujourd'hui son souhait. Je ne suis pas persuadé qu'on lui ait proposé, puisqu'on ne se répartit pas les places avant que les Français aient décidé du sort. Mais en tous les cas, il fait partie des gens qui ont un profil, évidemment, de très haute qualité. Mais il pourra rendre des services à la République. Diplomatie, défense, en période de cohabitation, qui est le chef, qui décide ? C'est le président ou le Premier ministre ? C'est la Constitution, vous savez, qui fixe la règle du jeu. Le président de la République, il est le chef des armées, quand le Premier ministre, il est le maître de la défense. Donc, nous, on a des lignes rouges. C'est quoi les lignes rouges ? Par exemple, l'Ukraine, on ne veut pas envoyer de soldats. Et donc ça, vous l'imposerez au président Macron si vous arrivez au pouvoir ? En tous les cas, vous savez qu'il y a toujours une consultation du Parlement avant l'envoi d'éventuelles troupes. Donc, évidemment, elle serait menée si le président Macron voulait ça. Mais nous y opposerions. Et la livraison d'armes offensives ? Alors, l'Ukraine qui pourrait atteindre bien la sûr, Russie ? pas de matériel de longue portée. C'est ce que nous avons dit. Pas de matériel de longue portée. Qu'est-ce que vous appelez la longue portée ? C'est plus de 200-300 km ? Ce qui permet d'arriver sur, j'allais dire, le territoire russe et d'envoyer des bombes sur le territoire russe.
du matériel défensif, oui. L'aide financière, oui, si tant est que le budget de la France le permette. On ne va pas distribuer l'argent qu'on n'a pas. D'où la nécessité de l'audit aussi. Bon, l'audit, la Cour des comptes a déjà tout dit. Hein. Non, pas tout, justement. Pas d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ça, nous y sommes opposés, mais on le fera savoir, mais ça ne dépend pas que de nous. Mais en revanche, effectivement, pas de soldats français envoyés, quoi qu'il en soit. Ça sera une ligne rouge ? C'est une ligne rouge. Une ligne rouge. Et si le président refuse, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura, j'allais dire, c'est le Premier ministre qui signe à la fin l'envoi et c'est le Parlement qui donne son accord. Donc, il n'y aura pas d'accord, donc il n'y aura pas d'envoi de troupes. En matière de défense, au niveau de la défense européenne ? De la défense européenne, je viens de vous le dire. Nous, on considère que la défense, elle ne doit pas être européenne, elle doit être nationale. Pourquoi ? Parce qu'on a l'arme atomique, et donc ça doit rester une prérogative nationale. Donc on continuera évidemment à développer cette idée. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler les uns avec les autres, mais la souveraineté nationale est importante. Vous savez, c'est un peu ce que disait Michel Onfray. Cette campagne législative, c'est la bataille des droits drapeaux. Il y a un bloc qui agite le drapeau palestinien, un autre chez Macron qui agite le drapeau européen. Eh bien, nous continuerons d'agiter le drapeau français. Drapeau du halal et du kasher, justement. Autre drapeau. En ce qui concerne le kasher et le halal, qu'est-ce que vous entendez changer ? L'abattage rituel sera-t-il maintenu en l'état ? Alors, le principe, c'est que chacun doit pouvoir pratiquer sa religion et chacun doit pouvoir manger ce qu'il veut, et parfois sous des préceptes religieux. Ça, c'est le principe de base. Nous, la première chose qu'on va faire, c'est l'étiquetage, la traçabilité. Expliquer, puisque nous, on considère qu'il y a un problème sur l'abattage sans étourdissement. La première chose, c'est l'étiquetage et la traçabilité. Alors justement, abattage sans étourdissement, ça fait partie des préceptes de la cache-route. Ça sera interdit ? Alors non, j'y viens, je vous expliquer le traitement. Alors c'est pas uniquement le kasher, c'est aussi le halal. Hein. Donc pour le halal, il y a une solution visiblement qui est l'électronarcose, qui est une technique qui est acceptée par nos compatriotes de confession musulmane. On va réunir les cultes pour savoir évidemment s'ils sont prêts à faire des efforts sur ça. S'ils ne le sont pas, il y aura une exception qui sera nécessaire de façon à permettre à chacun de manger selon son culte. C'est-à-dire la possibilité d'importation et la possibilité de continuer. Et la possibilité de continuer dans un cadre religieux, effectivement, cet abattage sans étourdissement dans un cadre religieux. C'est-à-dire en France ? Oui, en France. Oui, en France. On ne compte pas empêcher les gens d'exercer leur religion, ni de se nourrir selon ces préceptes religieux. Ça veut dire que l'abattage rituel sans étourdissement sera autorisé si vous arrivez au pouvoir. Bien sûr, pour des raisons religieuses, mais il y aura un étiquetage, une traçabilité, on saura qui est abattu, quelle bête est abattue selon évidemment quel rituel, c'est normal. Donc ça veut dire que vous dites aux dirigeants du culte juif, de la communauté juive, notamment au rabbin Corsia qui avait un peu de crainte là-dessus, qu'il n'y aura pas de problème pour la cache-route. Le voilà rassuré. Pas de problème pour la cache-route ? Bien sûr, le voilà rassuré. Je viens de vous le dire. Chacun pourra continuer à manger kasher si c'est son souhait. Le port de la kippa, il doit être prescrit ou pas ? Non, aujourd'hui, nous ne sommes pas sur... vous savez, nous avons dit que... C'était le cas il y a quelque temps. Oui, mais nous menons une guerre, comme d'autres d'ailleurs, face à l'idéologie islamiste, que je ne confonds pas d'ailleurs avec la religion musulmane, mais face à l'idéologie islamiste. Nous allons donc mettre en place des lois qui vont nous permettre, en tous les cas, faire appliquer des lois qui vont nous permettre de fermer des mosquées salafistes, limiter des financements salafistes qu'on voit d'ailleurs parfois dans des collectivités. Et puis viendra un temps qui ne sera pas celui de la cohabitation, dans lequel se posera, une fois qu'on aura, je l'espère, fait reculer le salafisme en France, le frérisme en France, eh bien on verra où on en est du port du voile, du port de la kippa, du port dans l'espace public, ça veut dire que ça peut être un débat ? Non, mais c'est pour après les présidentielles. Mais moi, je vais vous dire qu'on aura tellement fait reculer l'islamisme, le frérisme dans notre pays que ce ne sera plus un sujet. L'un des traits caractéristiques, selon les sondages des sympathisants du RN, c'est une polarisation anti-islam exacerbée, bien plus marquée que leur antisémitisme. Est-ce que ça vous paraît justifié ? Non, je crois que l'un des traits des électeurs du Rassemblement national, c'est de rester attaché à ce que notre pays soit un espace de liberté. Or, ils voient l'islamisme comme évidemment une menace, une idéologie qui fait, ils ont raison d'ailleurs, reculer ces libertés. Donc, évidemment, cette idéologie, elle fait des morts, cette idéologie, elle est obscurantiste, elle fait reculer des libertés. Il y a une complaisance d'un certain nombre d'élites avec l'islamisme, on l'a vu, avec d'ailleurs même un certain nombre de médias. Avec parmi vos candidats, un certain nombre de candidats qui ont diffusé qui ont eu des propos antisémites. Non, en général, ils sont mis dehors à coups de pied dans le cul. Ouais. Voilà. Vous en êtes sûr ? Ouais. Il n'y a personne chez vous qui pose problème ? Non. Châtillon, il a plus de lien avec Marine Le Pen. Mais ça fait, je sais pas, 15 ans ou 12 ans. Enfin, moi, je suis au Rassemblement national depuis 10 ans. Il n'y a pas de brebis galeuse antisémite j'ai chez jamais vous. vu Frédéric Châtillon depuis
10 ans ou 9 ans ou 10 ans. Je ne l'ai jamais croisée, ni dans un meeting, dans une réunion. Donc, si vous voulez, Marine Le Pen est très exigeante là-dessus. Ça a été aussi la rupture qu'elle a actée avec Le Pen. C'était sur ces sujets-là. Donc, c'est pas pour. Parce qu'elle considère que son père était antisémite. Elle considère qu'il est allé trop loin dans l'utilisation d'un certain nombre de codes de plaisanterie, d'expression antisémite. Et vous considérez que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je crois qu'il a agité trop de spectres de l'antisémitisme pour aujourd'hui hier surtout, lui avoir fait confiance sur ce sujet-là, effectivement. Il est antisémite ou pas? Je n'ai jamais dit cela, je ne le dis pas non plus. Non, mais il a été condamné pour antisémitisme. Celui qui a été condamné pour antisémitisme, évidemment, se rapproche de ce que peut être l'antisémitisme. Voyez-vous, je considère On vous sent mal à l'aise avec ça. Mais oui, parce qu'en fait, je refuse de me positionner de façon définitive. Moi, je ne connais pas intellectuellement les gens, mais je juge l'expression publique. L'expression publique antisémite de Jean-Marie Le Pen a été sanctionnée et ça a été la rupture avec Marine Le Pen. Et c'est là aussi où, je dois dire, on a tourné la page du Front National. Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils se présentent comme les meilleurs remparts de la communauté juive contre l'antisémitisme islamique. Je cite leurs propos. Peut-on être contre l'antisémitisme et comprendre d'une certaine manière le racisme anti-musulman? Puisque c'est le reproche que vous fait notamment Bernard-Henri Lévy. Non, et d'ailleurs, la lutte contre l'antisémitisme ne masque rien. La lutte contre l'antisémitisme n'est ni un prétexte, ni une excuse à quoi que ce soit. La lutte contre l'antisémitisme dans notre pays, elle devrait unir tout le monde. Elle devrait faire marcher Emmanuel Macron à la manif. Elle devrait faire marcher toute la gauche à la manifestation contre l'antisémitisme. La lutte contre l'antisémitisme, c'est pas un prétexte pour autre chose. C'est un tout. Ça ne doit pas être accepté dans notre société. Or, ça a explosé. Alors justement, ça a explosé depuis le 7 octobre. On assiste à une explosion exponentielle de l'antisémitisme et des actes antisémites. La faute à qui? La faute à quoi? Et avec dans ce contexte, le viol de cet enfant de 12 ans à Courbevoie. La faute à qui? La faute à quoi? Vous le savez bien, le 7 octobre a libéré une parole, a libéré des actes. Une parole politique qui a été portée et relayée par la France Insoumise. C'est même plus... Le nouveau parti antisémite? Oui, moi je considère que la France Insoumise est un parti crypto-antisémite, ce que je vous ai dit en début de conversation. Parce que c'est bizarre, on les entend pas lorsque il y a des problèmes au Yémen, au Soudan, parce que ce sont des combats entre musulmans. Là, quand c'est Gaza, ils montent sur leurs grands chevaux, etc. Ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien est évidemment épouvantable, mais moi je ne mets pas sur un pied d'égalité Israël, démocratie attaqué par des terroristes, et le Hamas. Or, la LFI met sur un pied d'égalité tout ça. Dans ce contexte, donc ce viol antisémite de cet enfant de 12 ans à Courbevoie, qui a pourtant conduit Aymeric Caron, votre ancien collègue, puisque tous les deux vous êtes député sortant, mais plus député pour l'instant, à civrer une concurrence victimaire en évoquant sur X, ex-Twitter, le meurtre en février dernier d'une mère de famille rom, Caron, qui souligne que cet acte n'a pas reçu l'attention qu'il mérite dans les médias. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis mal à l'aise, moi, de siéger sur les mêmes bancs qu'un type pareil, qui à chaque fois essaye de relativiser. Qu'est-ce que vous dites, mal à l'aise? Mal à l'aise de siéger sur les mêmes bancs de l'Assemblée nationale que quelqu'un comme Aymeric Caron, qui à chaque fois qu'il y a un crime épouvantable, c'est une enfant, elle a 12 ans à Courbevoie. Ce que j'entends, c'est une jeune femme. Ouais, c'est une enfant. Elle a 12 ans. Rien que ces mots-là, vous savez, ça dit quelque chose. Donc qu'est-ce que ça dit de Caron? Est-ce que c'est, je vais vous poser la question très abruptement, un antisémite à l'insu de son plein gré ou un antisémite tout court? Il est très conscient de ce qu'il fait. Il sait très bien les messages qu'il envoie. Il le fait pour récupérer des voix. La banalisation de cet antisémitisme tout à fait intellectualisé, dans le cas d'Aymeric Caron, il sait ce qu'il fait, est inacceptable. Comment des gens de gauche peuvent se retrouver derrière des porte-drapeaux pareils? Alors, autre question, on va finir l'émission là-dessus. Est-ce que vous confirmez que vous entendez inscrire dans la Constitution l'interdiction pour les binationaux d'accéder à certains emplois publics? Comment vous faites? Quels binationaux vous visez? Non. Nous gardons la binationalité. C'est quelque chose sur lequel Marine Le Pen... L'accès à certains emplois publics, c'est Non. Nous considérons que quand vous êtes binational, vous êtes par définition aussi français, donc pas de souci. Et est-ce que les binationaux retraités pourront continuer à percevoir leur pension de retraite à l'étranger? Binational égale citoyen national de la nation française, pas de souci. Donc, pas de problème. Pas de problème de ce côté-là. Et c'est pas une promesse de campagne que vous... Ah bah non, mais non. Je vous dis, non, mais quand c'est un... Démentirai plus tard. Non, mais c'est une position de principe. Quand on est binational, on a donc la nationalité française. Donc on est un citoyen français. On arrive à la fin de cette émission. Vous êtes vice-président sortant de l'Assemblée nationale. Si le Rassemblement national remporte les élections dans 15 jours, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Présider l'Assemblée? Être ministre?
Moi, j'ai envie de participer, en tous les cas, au redressement du pays. Est-ce que Jordan Bardella me proposera de participer dans un gouvernement ou est-ce que ce sera une autre fonction? Ils savent que Marine Le Pen et Jordan Bardella, que je suis à leur disposition sur les principes que je vous ai énoncés. Moi, je veux redresser mon pays. Je veux unifier, participer à réunifier notre pays qui en a tant bavé. Vous savez, ce que disait Jean Anouilh, la sincérité, c'est aussi une stratégie. Nous sommes des gens sincères. Merci en tout cas Sébastien Chenu d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve tout de suite avec la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot pour la seconde partie du forum. A tout de suite.